Automatiser la donnée, c'est un peu comme bricoler dans un immense jeu de tuyaux. On prend un truc d'un côté, on le transforme, on le balance ailleurs, et quand ça déborde, tout le monde va chercher un peu d'où vient la fuite. Sauf qu'en 2026, les tuyaux sont devenus un vrai millefeuille avec des batchs, du real-time, de la big data, du YAML, du Java, du Quarkus, et chaque client veut son propre robinet personnalisé, parfois même avec une pincée d'IA dans le pilotage. On en vient à rêver d'un orchestrateur universel capable de distribuer la donnée partout, de gérer l'hétérogénéité et de survivre à chaque nouvelle techno shiny. Mais alors, ce chef d'orchestre peut-il vraiment exister ? Peut-on vraiment tout centraliser sans transformer l'usine à gaz en usine à problème ? Et surtout, si on ajoute des LLM dans le mix, aura-t-on une symphonie ou une cacophonie ? Pour répondre à ces questions d'orchestration, je ne reçois pas Stanislas Lefort, mais il sait manier la baguette. Loïc, bonjour. Bonjour. Alors Loïc, Cosa Vostra. Bonjour, je suis Bruno Soulès, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les quelques personnes qui ne te connaîtraient peut-être pas ? Bien sûr. Donc, je m'appelle Loïc Mathieu. Je suis Lead Software Engineer à Kestra Technologies. Donc, j'ai 22 ou 23 ans d'expérience dans le développement, principalement développement back-end Java. Et j'ai une expertise sur la JVM, le fonctionnement vraiment du runtime de Java. Une petite passion pour la performance, on en a parlé. Donc bon, je suis passé, j'ai commencé dans une SS2I à l'époque, ce qu'on appelait. Ensuite, j'ai bossé chez Kiabi en tant qu'architecte logiciel pendant 9 ans. Après, j'étais chez Zenica pendant 5 ans, pardon. Donc j'ai fait du consulting dans beaucoup de sociétés, donc j'ai vu beaucoup de choses différentes. Et depuis 3 ans, je suis dans une start-up française qui donc développe une plateforme d'orchestration, Kestra. Ok. Voilà. Quand on parle d'orchestration de données, je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette réflexion ce matin même, c'est qu'en fait, je pense qu'il y a quand même une corrélation avec l'arrivée du cloud, où en fait, d'un coup, on s'est retrouvé avec des ressources absolument illimitées, avec une impression de ressources illimitées, et qu'on a commencé effectivement en fait, à engranger énormément de choses. Enfin, on a eu l'arrivée du cloud, et on a eu peu de temps après l'arrivée du big data. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on a commencé en fait, à accumuler énormément de choses. Et donc, en tout cas, moi, c'est comme ça que je comprends l'orchestration de la donnée. C'est qu'au bout d'un moment, tu as tellement de données qui transitent dans tous les sens que faut que tu aies quand même un outil qui centralise un peu tout ça. Ouais, alors ça va plus loin parce qu'il y a les données. Alors nous, on n'est pas que données, j'y reviendrai plus tard, mais il y a aussi le fait que c'est les sources, c'est le nombre de sources, quoi. C'est pas juste qu'on a de plus en plus de données, c'est qu'aujourd'hui, c'est assez classique dans une entreprise de s'interconnecter avec 50 systèmes SaaS, tu vois. Parce qu'il y en a plein, c'est pas cher, ou on en teste un. Moi, quand je bossais chez Kiabi, on testait des nouveaux partenaires marketing, mais tous les mois. Il y en avait 60, 70, et tous les mois, il y en avait qui rentraient, qui sortaient. Et donc, à chaque fois, il faut s'interfacer avec tous ces partenaires. Et cette glue, à chaque fois, aller refaire des batchs ou des flux sur des USB, des choses comme ça, c'est technique. Il n'y a pas vraiment de plus-value. Et donc, c'est de ce constat. Et c'est un peu de ce manque que sont arrivés les orchestrateurs de données. Et d'ailleurs, c'est exactement pour ça qu'est arrivé Kestra au départ. Donc Kestra a été créé chez Leroy Merlin. Donc c'est ce qu'on appelle notre founding partner et design partner, pardon, je dis n'importe quoi. Et donc c'était un besoin de pouvoir aller orchestrer toutes les sources de données, toutes les pipelines d'injection de données de Leroy Merlin pour l'équipe data, la plateforme data de Leroy Merlin.
Et maintenant, on a évolué sur une plateforme d'orchestration universelle, puisqu'on n'est plus du tout spécialisé sur la donnée. On est capable de faire plein d'autres choses. Aujourd'hui, Orchestra va être utilisé pour de l'ingestion de données, des pipelines de data, mais aussi pour tout ce qui est orchestration d'infrastructures, pour tout ce qui est business, aussi tout ce qui est business workflow, pour tout ce qui est aussi ITSM qu'on utilise aussi beaucoup. ITSM. Donc tout ce qui est autour de support management, des choses comme ça. Donc on a un système de plugins et nos plugins touchent vraiment tous les domaines différents. Et c'est pour ça qu'on peut tout orchestrer. Et bien sûr, les workflows d'IA, puisqu'on a pas mal de tâches qui sont spécialisées là-dessus. Donc c'est parti d'un besoin peut-être qui au départ était fort la data, mais qui en fait se retrouve globalement dans une entreprise. Aujourd'hui, il y a plein il y a plein de systèmes qui orchestrent des workflows. Ouais. C'est-à-dire que quand tu as une cron tab qui lance des batchs, c'est un système qui orchestre des workflows. Des workflows avec un ou plusieurs batchs. Tu as un système qui va aller générer des tickets, s'interfacer le ticket pour aller envoyer sur Slack des notifications, tout ça, c'est du workflow. La CI/CD, c'est du workflow. Et donc, généralement, les entreprises vont avoir 10, 15, 20 systèmes de workflow. Le plus visible est peut-être celui qui est pour les ingestions de données, de pipeline de données, mais, ou d'IA, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'orchestration d'IA. Tous les gros providers d'IA commencent à intégrer des systèmes de workflow à l'intérieur de leur outil. Mais nous, de ce fait, on a vraiment une plateforme unifiée pour que tous vos workflows, vous pouvez les faire de la même manière. On a choisi d'être agnostique du langage, c'est-à-dire que le workflow, tu le définis en YAML, avec un système de plugins qui permet de tirer parti des 1400 tâches qu'on t'offre, 1400 plugins qui sont dans la plateforme, mais tu peux créer tes propres plugins, tu vois, pour aller enrichir la plateforme, et tout est plugin, j'y reviendrai plus tard, mais toutes les parties de l'orchestrateur sont des plugins et peuvent être customisés ou enrichir. Et voilà, et donc on va vraiment être capable de traiter tous les types de workflows. Ouais. Et on offre vraiment une plateforme, c'est-à-dire que tu as centralisation des logs, centralisation des exécutions, pouvoir faire le rejeu, la gestion des erreurs, l'alerting, la notification, gérer l'observabilité, les traces, les métriques, et puis bien sûr avoir tout l'accès aux gouvernance pour les entreprises. Donc on ne parle pas juste de l'authentification, le single sign-on, mais pouvoir aussi dire j'ai une équipe qui travaille sur ses propres workflows, qui sont dans un namespace, une autre équipe n'a pas accès au namespace, des gestions multi-tenants pour avoir des ensembles de namespace sur chaque équipe, des interactions avec les IDP classiques, tout ce qui est audit log, traçabilité, enfin voilà, tout ce qui est nécessaire pour aller scaler. Okay. Parfois on dit on est un peu un control plane d'orchestration et pas juste une plateforme d'orchestration. Ouais. Oui, parce qu'effectivement l'idée c'est de pouvoir aller orchestrer en fait tout ce qui est entre guillemets orchestrable, mais ce qui veut dire, la question que je me pose c'est que un pipeline de données versus une CI, si je prends quelques exemples dans ce que tu as cité, il y a quand même pas mal de paramètres ou de contextes ou d'éléments qui me semblent très différents entre les deux. Est-ce que ça veut dire que pour pouvoir orchestrer ces deux systèmes-là et tous ceux que tu as cités de la même manière, en fait, tu es obligé de rajouter une abstraction sur tout ça en plus pour justement pouvoir considérer tout ça comme étant au final juste une exécution avec un input et un output de manière assez... Alors effectivement, un workflow, il a des inputs, un ensemble de tâches et un ensemble de triggers. C'est les briques de base. Okay. Donc les tâches, c'est les tâches du workflow. Okay. Donc chez nous, ça s'appelle des tasks. Et un workflow s'appelle juste un flow. Donc je vais utiliser plutôt flow dans le reste du déroulé. Et les triggers, en fait, c'est une manière de déclencher une exécution. Alors bien sûr, depuis l'UI ou depuis l'API, parce qu'on est API first, donc tu peux tout faire sur l'API. Depuis l'API, tu peux déclencher des exécutions. Mais souvent, en production, tu vas avoir des triggers. Alors tu peux en avoir des triggers de type webhook. Donc comme ça, c'est vraiment une URL non authentifiée avec une clé dedans. Mais tu peux aussi avoir des triggers de type schedule, le plus classique. Et nous, tu mets une cron tab en fait. Simplement. C'est très simple. Mais aussi, on a des triggers qui sont événementiels. J'ai une donnée sur la base de données. Donc soit en CDC, soit avec une requête, une requête de polling, un message qui vient dans un broker, et ainsi de suite. La petite différence, c'est que nous, on fait et le micro-batch et le real-time.
C'est-à-dire que, par exemple, sur une base de données ou sur un broker de messages, tu pourrais dire je vais poller une table toutes les minutes et je remonte toutes les informations. Dans 80% des cas, c'est ce qu'on va vouloir faire sur de l'orchestration, surtout si c'est de l'orchestration de data, parce que ta table, tu vas aller, tu vas aller déclencher un pipeline toutes les heures peut-être, et puis traiter 1 million de lignes, plutôt qu'aller le déclencher 1 million de fois par heure, ton workflow. Mais on peut aussi faire du near real-time, parce que le real-time c'est encore autre chose, avec des real-time triggers. Et les real-time triggers, eux ils vont dire pour chaque message, je déclenche une exécution. Pour chaque ligne envoyée via du change data capture dans ma base de données, je déclenche une exécution. Donc on fait les 2 types de triggers. Okay. Donc ça, c'est un peu spécial. Ce qui veut dire que le surcoût d'une exécution sur un workflow, il ne faut pas qu'il soit trop gros. Donc on rejoint les discussions de performance. Mais donc, comment tu gères cette différence, cette disparité entre tes différents workflows? Est-ce que tu es obligé du coup d'ajouter une abstraction au sein de Kestra pour pouvoir du coup adresser ces différents flux? C'était ta question, je m'en rappelle, merci. Mais en fait, les éléments que tu as donnés en plus, quand même, permettent de contextualiser pas mal la chose. Ouais, en fait, il fallait que je présente un peu Kestra. Ce qui se passe, c'est que nous, tout rentre dans notre modèle. Voilà. Donc, on a un modèle, donc chaque tâche a toutes ses propriétés. Donc, une tâche pour aller créer une VM, elle va avoir une centaine de propriétés. Une tâche pour aller charger de la donnée depuis une base de données, moi, généralement, c'est la connexion à la base de données, c'est pas beaucoup. La différence, ça va être que une tâche qui va faire une VM, il va te remonter l'information au bout de 3 minutes comme quand la VM est créée. Une tâche qui va traiter de la donnée, elle va remonter de la donnée qui, va être sérialisée au format ION. Je pense que grosso modo, c'est du JSON simplifié et plus fortement typé. Okay. On a des dates en ION, par exemple, et stocké dans notre internal storage. Internal storage, c'est une abstraction sur du storage, généralement du storage d'objects. Tu peux lancer sur ton file system si tu veux, mais c'est uniquement pour les tests. Et donc la différence, c'est vraiment ça. Elle va utiliser, quand c'est du data, ils vont utiliser des fonctionnalités spécifiques de Kestra pour gérer de la donnée. Et un ensemble de tâches qui vont être dédiées à gérer de la donnée, des tâches de mapping, et ainsi de suite. Et quand c'est de la VM, on va plutôt utiliser des tâches toutes faites sur étagère. Pour du data aussi, ce qui est très très classique, c'est d'utiliser des tâches de script. Donc on supporte une quinzaine de langages de scripting. On isole tout dans des Docker. Donc pour du scripting, on démarre un Docker et on lance le script. Donc du Python, même je crois qu'on peut faire du PHP, du C, du Java, mais généralement on va utiliser des langages de script. Donc chaque flow va générer son propre conteneur pour que toute l'exécution soit du coup isolée. L'exécution de la tâche. Ouais. Donc comment Kestra fonctionne, chaque tâche va être exécutée directement dans un composant qu'on appelle le worker. C'est lui qui va exécuter les tâches. La tâche, c'est une tâche Java. Okay. Donc Kestra est codé en Java. Et on a des tâches de type script qui, eux, vont permettre d'exécuter un script. Donc on pense vraiment, j'ai un script Python qui est dans mon workflow. Et on va avoir un système où on va pouvoir lui passer des fichiers et récupérer des fichiers qui sont générés. Okay. Et donc après, tout est automatiquement transféré dans l'internal storage. C'est transparent pour l'utilisateur. En fait, il dit juste, j'ai ce fichier en entrée là et ce fichier en sortie là. Et on démarre un conteneur Docker, on copie le fichier, on exécute le script et on prend les fichiers en sortie. Okay. Alors, je dis Docker parce que c'est ce qu'il y a par défaut. Mais il faut savoir que les tâches de type script, elles utilisent ce qu'on appelle un task runner. C'est encore un plugin. Donc, il y en a 2 en open source qui sont Process et Docker. Process, c'est process sur la machine. Si tu veux que ça te soit très rapide, tu t'économises la petite seconde nécessaire pour démarrer ton conteneur. Mais ça s'exécute sur ta machine. Après, c'est à tes risques et périls. Donc, par défaut, c'est du Docker. Et dans la version d'Enterprise, on propose du Kubernetes ou des runners dans les clouds. Donc, tu peux directement aller runner ton script sur du GCP, par exemple. C'est ce que font certains de nos clients qui ont des gros batchs qui vont aller traiter sur du... Donc, ils vont avoir des scripts, en fait, qui vont gérer qui vont traiter des gigabytes de données via du cloud batch. Donc, c'est-à-dire que si je comprends bien, dans la version de base, l'ensemble des flows sont exécutés dans le contexte de Kestra. Mais dans une version entreprise, du coup, tu peux le runner dans ton propre cloud. En fait, c'est vraiment les tâches de type script, tu vois, qui vont... parce que toutes les autres tâches, en fait, c'est beaucoup plus rapide de l'exécuter. Quelle est une tâche qui va créer une VM en VMware, par exemple? Il n'y a aucun intérêt de l'isoler dans un conteneur Docker. Alors,
Il n'y a aucun intérêt normalement, mais on sait qu'on a des grandes entreprises parfois qui préfèrent avoir des contextes ultra isolés. Donc sur la version 2.0, on est en train de voir pour pouvoir justement toutes ces tâches en fait qui sont des tâches qui ne sont pas des tâches de type script, mais qui en fait s'exécutent dans un worker, pouvoir les isoler elles-mêmes. Donc un espèce d'avoir un task runner spécifique pour toutes les tâches qui permettent grosso modo de lancer un worker juste pour ta tâche et de l'arrêter. Okay. Donc ça, c'est vraiment pour des grandes entreprises, beaucoup dans le milieu de la finance, où ils ont des besoins d'avoir des ségrégations d'exécution de workload très spécifiques. Du coup, toutes ces tâches non scripting, elles sont faites en YAML directement dans Orchestra. Tu les définis en YAML et nous, c'est exécuté dans le worker. Okay. C'est désérialisé dans une classe Java et le code est exécuté. Et donc, sur ces... donc, vous ne faites pas que de la data, mais j'imagine que c'est utilisé principalement pour la data ou même pas spécialement? Non, alors c'est vraiment ce que j'expliquais, c'est qu'au départ, ça a été développé pour la data, mais en fait, comme le moteur est universel et basé sur du YAML, il touche tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'orchestrateurs de données spécifiquement qui sont codés en Python. Ils sont codés en Python et ils t'obligent à écrire en Python. Nous, on est codé en Java, et comme on a en YAML, tes scripts, tu peux les coder en le langage que tu veux. Et donc, on a beaucoup d'utilisateurs qui ont commencé à nous utiliser, entre autres sur la partie infrastructure, et c'est très intéressant parce qu'on ne l'avait pas vu venir. D'un seul coup, sur notre Slack, y a plein d'utilisateurs qui commencent à nous dire « Ah, j'ai tel problème avec vos tâches Ansible ». Ah oui, c'est vrai qu'on a des tâches Ansible, je pensais pas que quelqu'un les utiliserait. Et puis, est-ce que ce serait possible de supporter Proxmox, des choses comme ça. Et en fait, on s'est aperçu qu'il y a plein de gens qui nous utilisent. Alors, il y a des gens qui nous utilisent pour orchestrer leur Home Lab, mais il y a aussi des gens vraiment qui nous utilisent pour remplacer un Ansible Tower, par exemple, pour orchestrer de l'Ansible. Et c'est là où on a vu qu'il y a énormément de use cases autour de l'infrastructure. Peut-être parce que YAML, ils aiment bien ça dans l'infrastructure, ou peut-être juste parce qu'on a des fonctionnalités qui matchent et qu'on comble un vide. Et après, dernièrement, on a aussi vu des gens qui nous utilisaient sur du process métier ou pour aller orchestrer des workflows avec des human tasks à l'intérieur ou des choses comme ça. Donc, on est utilisé en fait sur des use cases très 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 différents. Alors, en général, quand on a des use cases comme ça très différents qui pop, c'est en général, il y a vous avez une version open source qui est disponible? Oui, bien sûr. D'accord, ok. Avec tous les plugins. J'ai cité les quelques plugins TaskRunner qui sont en Enterprise, mais grosso modo, 99% des plugins sont en open source. En Enterprise, on a quelques plugins sur des technos ultra axés, très très grandes entreprises, par exemple sur du Salesforce ou des choses comme ça, qui sont en Enterprise, mais sinon... On a 99% de nos plugins sont en open source. Ok. Oui, donc ça explique pourquoi il y a des gens qui l'utilisent, on va dire de manière un peu annexe, mais au final, c'est ce qui vous a permis de découvrir ces usages différents. Donc l'idée, c'est d'en faire un orchestrateur capable de tout orchestrer et d'orchestrer du coup peut-être même de se retrouver à orchestrer des orchestrateurs, parce qu'il y a quand même des boîtes qui ont aussi déjà des orchestrateurs qui sont en place. Alors ça, c'est marrant que tu en parles parce que on a travaillé sur des plugins pour s'interfacer avec d'autres systèmes. Alors, parfois des systèmes qui sont des orchestrateurs ou des systèmes qui sont un peu entre les deux, comme DBT, et on a un plugin Airflow, on a des plugins autres. Et en fait, ça permet d'aller orchestrer des orchestrateurs, comme tu le dis, mais ça permet aussi de faire de la transition d'un orchestrateur à l'autre. Ouais. C'est-à-dire que, je sais pas, tu connais le Strangler Fig Pattern? Non. Tu pourras aller lire, il y a un article de Martin Fowler qui en parle. Donc c'est une technique pour passer d'un système legacy à un nouveau système sans tout casser. Et donc si par exemple tu es sur Airflow et que tu veux migrer sur Orchestra, au lieu de te dire je vais faire un projet de 6 mois pour aller prendre tous mes workflows dans Airflow et les réécrire en Orchestra, et en fait tu fais ce qu'on appelle un Strangler's Fig. C'est-à-dire que Strangler Fig, donc c'est le figuier qui a une capacité qui est d'étrangler d'autres arbres avec ses racines, avec ses lianes, je crois. Et donc, tu dis, maintenant tout le monde bascule sur Orchestra, et tous les flows Airflow, on les appelle depuis Orchestra. Et comme ça, petit à petit, on peut décommissionner les flows Airflow en les recodant en Orchestra, mais on n'a pas besoin de tout faire, pas besoin de faire de Big Bang, puisque la première étape, c'est juste j'ai un flow Orchestra avec une seule tâche qui est l'appel de mon flow Airflow.
Voilà, donc ça, je trouve que c'est intéressant comme pattern. Mais ça nécessite comme de payer. Vous avez une version open source, j'entends, mais du coup, tu as beaucoup de contextes où tu peux pas te permettre de payer les 2 licences en même temps. Donc il faut que tu fasses un choix, quoi. Bien sûr, mais voilà, les transitions, c'est toujours complexe, de toute façon. On est aussi dans un monde où les données viennent tu l'as dit, de tellement de sources différentes et qu'elles sont aussi très différentes les unes des autres. C'est aussi un vrai sujet sur les orchestrateurs, c'est comment tu gères des données différentes. C'est une approche que vous avez choisi de résoudre comment ? Alors nous, on la résout principalement en offrant des tâches qui permettent de transformer tout type de données vers notre format pivot qui est le Lion. Donc en fait, vraiment, toutes les tâches Kestra vont comprendre Lion. Et donc si tu veux gérer un autre format de données, on va te conseiller de le mettre en Ion. De toute façon, comme on a des tâches de type script, si tu veux pas passer en Ion parce que ton fichier est trop gros, tu peux toujours débrayer sur du scripting. Donc c'est aussi un peu notre force, c'est que comme on a un scripting qui est capable de faire tout type de données, t'es jamais vraiment bloqué. Voilà. Ouais. Mais sinon, on conseille vraiment de tout basculer sur le format natif Ion. Mais là, du coup, c'est que tu parles parce que qui dit format Ion, donc c'est du format qui est quand même un peu plus typé. Ouais. Donc ça veut dire aussi des données qui sont très structurées. Parce qu'on a parfois des données qui sont non structurées ou alors structurées de manière différente. Je pense par exemple, tu fais la différence de structure entre ta base relationnelle Postgres et une base vectorielle. Tu commences à être dans des schémas qui sont un petit peu différents. Comment est-ce que tu peux du coup avoir des flux qui s'adaptent aussi bien à l'un qu'à l'autre? En fait, là, c'est le rôle des plugins. C'est-à-dire que chaque plugin, il va essayer d'être idiomatique par rapport à la technologie auquel il s'interface. Donc, bien sûr, quand on s'interface avec une base vectorielle et quand on s'interface avec une base relationnelle, les plugins vont parler vectoriel, vont parler relationnel. Et après, ils vont mapper vers le format Ion. Okay. Bien sûr, il y a des moments où quand tu mappes sur un format Ion, si c'est un vecteur, chaque donnée Ion, ce sera un tableau de bytes. Donc oui, là, tu es dans la limite des choses. Mais après, ça va être utiliser les différentes tâches. Si tu fais du vectoriel, certainement, c'est qu'après, tu veux faire du RAG, par exemple, ou tu veux faire des choses comme ça, ou tu veux faire de la recherche vectorielle. Donc là, tu vas utiliser toutes nos tâches qui permettent d'aller faire des workflows d'IA avec du RAG, d'aller faire de la recherche sur des bases vectorielles. Ouais. Alors, je sais que j'ai des questions qui sont peut-être très orientées data, mais parce que les orchestrateurs, moi je les vois en général plutôt sur des aspects data, c'est là où on va être utilisé, notamment aussi pour des questions de volume de données. Alors effectivement, tu es venu faire le compilé de l'épisode d'Adrien où on parlait de performance, et c'était évidemment un de tes sujets, mais donc la question s'applique aussi là pleinement, c'est-à-dire qu'on parle effectivement de teraoctets de data qu'il faut pouvoir manipuler. On n'a pas forcément envie d'attendre 4 jours, de tout charger, de tout traiter, de tout uploader. Comment est-ce qu'on peut du coup optimiser la manière dont ces flux de données toujours plus importants sont traités? Alors, dans Kestra, il y a plein de manières de faire. Quand tu es sur du teraoctet de données, de toute façon, il faut que la donnée ne bouge pas, il faut que tu aies du calcul distribué. Donc là, moi, ce que je te conseille, c'est tu vas utiliser un plugin qui va s'interfacer avec du Spark, de l'Apache Beam ou des choses comme ça. Bon, mais ça, c'est quand tu as vraiment des énormes use cases. Et là, effectivement, la plus-value de l'orchestrateur, c'est d'aller déclencher des gros batchs, des gros jobs ou des choses comme ça, mais elle n'est pas énorme. Si tu veux faire un vrai pipeline de données, là, tu vas plutôt utiliser des tâches qui vont, comme je te disais et comme j'expliquais, aller charger de la donnée, le mettre dans un fichier, et chaque tâche comme ça va travailler avec le système de fichiers, parce qu'il n'y a que comme ça que tu peux stocker de la donnée. Alors, dans Kestra, c'est vrai que j'ai beaucoup parlé des systèmes de fichiers, mais on peut avoir des outputs dans chaque tâche qui sont stockés dans le contexte d'exécution. Donc bien sûr, si tu es sur de la gigadoctet de données, je te déconseille de le mettre dans le contexte d'exécution. En Kestra 1, qui est la version actuelle, ça faisait tout planter. Bien sûr, parce que tu chargeais un contexte d'exécution d'1 giga en mémoire. Bon, si tu es tout seul, ça va. Si vous êtes 3, bon, voilà. En Kestra 2, on a basculé tous nos outputs sur du stockage en base et on les récupère de manière lazy seulement quand c'est nécessaire. Donc, tu pourrais le faire.
mais c'est un peu contre-performant. Il faut savoir que même si tu es sur du fichier, tu as quand même des tâches Kestra qui permettent de traiter de la donnée ligne par ligne, qui sont assez performantes. Pas aussi performantes qu'un système dédié comme du Spark ou des choses comme ça, mais qui sont quand même assez performantes. Entre autres, on a intégré du scripting au sein de la JVM, donc tu n'as pas besoin de démarrer un conteneur ou de faire un process sur la machine, c'est du scripting dans la JVM, en JavaScript, en Python et je sais jamais, en Groovy. Okay. Donc c'est via le projet GraalVM. Ouais. Donc là vraiment on est hautement performant parce que GraalVM permet que ces langages soient, grosso modo, il va transformer ton script en bytecode Java qui va ensuite être compilé par le JIT. Donc c'est presque aussi performant que si tu le faisais en Java, mais ça reste du scripting dans la JVM. Okay. Et sur je reste encore sur mes sujets de data, je suis désolé, mais il y a aussi quand même il y a un intérêt quand même assez fort qui est posé à la data. Il y a une certaine sensibilité, on va dire, une certaine notion de sécurité adressée avec la data. Et on n'a pas envie que un mauvais job puisse se lancer et potentiellement altérer ou modifier la data. Comment est-ce que vous adressez justement ces sujets de validation, de rollback, de s'assurer que ta donnée elle reste intègre de bout en bout? Est-ce que c'est uniquement à moi de m'assurer que mon script est bon, ou est-ce que vous avez des moyens du coup de revenir en arrière? Alors, c'est à toi de t'assurer que ton script est bon, effectivement. On n'a pas vraiment de moyens de retour en arrière parce que Kestra n'est pas maître de la donnée. Donc en fait, le moteur de Kestra, lui, tout ce qu'il voit, c'est des tableaux de bytes qui passent et qui balancent et qui transfèrent de fichier à fichier. Les outputs, tout ce qu'il voit, c'est des maps clés-valeurs. C'est la seule chose qu'il connaît. Après, on s'interface avec des systèmes de data quality, on s'interface avec les systèmes de data lineage. On permet aussi même de faire du lineage au sein de Kestra avec un système d'asset management. Donc on a des choses qui tournent autour de la qualité de la donnée. Pour l'aspect sécurité de la donnée, on a le fait que chaque workflow est étanche. C'est-à-dire que même dans ton script, tu peux pas sortir de ton répertoire, tu peux pas accéder à un fichier d'une autre exécution. Donc ça, il y a certains qui trouvent que c'est chiant parce qu'ils disent dans telle exécution, j'aimerais bien accéder à un autre fichier. Non. Par défaut, on refuse. Tu peux pas accéder au disque dur. Enfin, il y a plein de choses qui permettent de limiter les risques d'erreur. Donc, on évite que tu te tires trop souvent une balle dans le pied. Et en enterprise, on a des règles de sécurité plus poussées avec le airbag qui va permettre à tous les niveaux de limiter ce que peut faire un utilisateur. Okay. Quand tu dis airbag, c'est une techno en particulier? Role-based access control, assez classique. Ouais. Okay. Après, on a une techno très particulière dans la version d'Enterprise. On fait ce qu'on appelle Java Security. Donc, c'est vraiment du workload security. C'est-à-dire que quand tu exécutes une tâche et que tu actives cette fonctionnalité, si tu accèdes au fichier, si tu veux démarrer un process sur la machine, si tu démarres un thread, quelques petits points comme ça, on va vérifier si tu as le droit. On va dire non par défaut. On va dire non, tu peux pas faire du process. Tu peux pas accéder à un fichier en dehors de ton working directory de la tâche. Tu peux pas démarrer le process et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment pour du hardening un peu élevé. On a quelques clients qui l'utilisent principalement, toujours les mêmes use cases, beaucoup dans la finance. Donc voilà, on a quand même des trucs de sécurité. Ça évite, tout d'abord, comme je t'ai dit, on a du scripting dans la JVM. Donc en scripting de la JVM, c'est pas compliqué, je peux faire un peu alors, avant, en 1, tu pouvais faire un peu ce que tu veux parce qu'on avait du scripting dans la JVM qui utilisait Nashorn, qui est un autre projet pour faire du JavaScript dans la JVM. Comme maintenant, en 2, ils vont être supprimés, ils sont dépréciés depuis longtemps, et avec GraalVM, déjà, on a un mode de sandboxing. Mais il n'est pas à toute épreuve, et donc là, on a du Java Security. Donc pour la petite histoire, je ne sais pas si tu connais Java, mais il y avait un security manager dans Java qui permettait de faire ça en fait, exactement. Donc à chaque fois qu'il y avait un accès fichier, tu pouvais vérifier. Okay. À chaque fois qu'il démarrait un thread, tu pouvais dire non. Et ils l'ont supprimé.
Et donc, comme on essaye de suivre les versions de Java, on l'a réécrit avec ce qu'on appelle de la modification de bytecode HO, en fait. Ok. Donc, donc on va avoir un agent Java qui va aller réécrire le bytecode d'accès au fichier pour pouvoir aller mettre nos checks de validation, et pareil sur les démarrages de thread et tout ça. Oui, c'est vrai que la sécurité doit être quand même un sujet un peu sensible. C'est-à-dire que là, d'autant que vous êtes maintenant un orchestrateur qui fait pas que de la data, mais aussi toute une gestion de flow divers et variés. C'est-à-dire que ça devient un peu le nerf de la guerre pour une boîte. Enfin, si tout passe par là, ça devient un point d'entrée intéressant à creuser. Tout à fait, ouais. Alors, comme on commence à être un peu connu, donc là, aujourd'hui, on doit avoir quasi 27 000 stars sur GitHub, on a de plus en plus aussi de chercheurs en sécurité qui se penchent sur le sujet. Et donc, c'est vraiment un sujet. Aujourd'hui, nous aussi, on travaille avec les différents chercheurs de sécurité pour aller améliorer la sécurité de la plateforme. Mais c'est toujours très compliqué parce que, oui, ok, il y a une faille de sécu, ça arrive à tout le monde, et tout le monde en a. Une faille d'injection SQL, une faille de passe traversale sur les fichiers, ou d'autres failles un peu plus bizarres. Donc ça, comme tous les produits, on en a eu, peut-être qu'on en aura encore, on a des outils. Mais on a aussi une instance cloud. Donc on a une offre cloud. Alors pour l'instant, c'est une offre en bêta, c'est-à-dire que il n'y a pas encore de self-service sur Internet. Okay. On voudrait prochainement, mais pour l'instant, si tu veux avoir une instance cloud, tu dois nous contacter et on va te démarrer une instance cloud. Mais dans l'instance cloud, c'est encore plus problématique parce que là, c'est nous qui faisons tourner du workload sur notre infrastructure. Et donc, on a passé la certification SOC 2. Donc, on a mis une vraie démarche sécurité derrière. C'est du SOC 2 type 2. C'est ce qu'on... la plupart des plateformes cloud. Et donc, c'est vraiment des sujets qu'aujourd'hui, on fait très très attention à ce qu'on fait, et on a une démarche d'amélioration de la sécurité, et une vraie démarche avec les process de sécurité standardisés, et ainsi de suite. Ouais. Oui, parce que j'imagine qu'effectivement, les contextes de chaque client sont bien séparés les uns les autres pour éviter qu'il y ait tout mouvement latéral de l'un à l'autre. Mais effectivement, en fait, c'est qu'on pourrait imaginer quelqu'un qui arrive à injecter dans la bio de son compte utilisateur sur un site en particulier une commande particulière qui, quand elle passe dans un workload, lui permet d'accéder à certaines choses. Mais j'imagine que, comment tu peux... Tu as évoqué le scripting tout à l'heure que vous exécutez dans la JVM. Je comprends que tu peux réussir au niveau de ton bytecode à limiter les accès fichiers ou ce genre de choses. Mais comment est-ce que vous exécutez le code qui n'est pas le vôtre, cette notion de scripting, parce que pour Groovy, j'entends qu'il y a la sandbox, mais sur le reste, vous n'avez pas forcément la même sandbox. Alors en fait, il faut bien comprendre que toutes les tâches Kestra, c'est du code Java. Donc en fait, quand on utilise une tâche Kestra, on définit ses inputs et ses outputs, et il n'y a pas de code exécuté qui est un code externe. Le code exécuté externe, c'est dans le script. Donc il y a les deux types de scripts. Scripting de la JVM, donc là on a le mode sandboxing de GraalVM, plus la sécurité Java dont je parlais, qui est fait via bytecode enhancement. Et avec ça, on garantit normalement. Voilà. On a eu plusieurs pen tests qui ont été faits, et a priori, on ne nous a jamais rien remonté là-dessus. Et après, pour les tâches de script, en fait, nous, sur notre cloud, et c'est ce que font la plupart de nos clients, d'abord, le task runner process, on peut pas le démarrer, ça je te le rassure tout de suite. Et en fait, le task runner il est hardcodé et c'est du cube. Okay. Ce qui veut dire que chaque tâche de script, c'est un pod. Le pod il démarre, il récupère les données qu'il a besoin de l'internal storage, et à la fin il est supprimé. Et donc c'est comme ça qu'on se garantit. Okay. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec Docker, que ce soit dans du cube ou autre, de toute façon c'est toujours des conteneurs Docker, même sur du cloud batch, c'est des conteneurs Docker in fine. Avec Docker d'un côté, et avec le couple GraalVM qui est un mode de sandboxing plus la sécurité Java via bytecode enhancement, on est assez serein sur l'exécution des workloads de type scripting. Ok, je vois.
Quand on parle d'orchestration en 2026, on parle aussi beaucoup d'orchestration d'agents IA. C'est quelque chose du coup qu'on peut aussi plugger dans Suncastra. Ouais, alors on a beaucoup investi dernièrement sur les agents IA. Donc on a un plugin IA. Donc c'est plugin AI bien sûr. Dedans on a un ensemble de tâches qui vont être agnostiques du provider. Donc je trouve que c'est le plus intéressant. Alors on a un plugin par provider, hein. On a un plugin OpenAI, un plugin Anthropic, on en a une dizaine ou une quinzaine avec les tâches spécifiques. Mais notre plugin AI, ce qui est intéressant, c'est que tu as une tâche que tu utilises et tu peux ensuite aller configurer ton provider. Ce qui veut dire par exemple que en dev, tu vas avoir ton workflow qui va utiliser par exemple du Llama. Comme ça, tu fais tourner un petit modèle Llama dans un coin, ça te coûte rien, et tu fais tous tes tests là-dessus. Et puis en prod, tu modifies la config et puis tu fais pointer sur OpenAI. Dans Orchestra, on a ce qu'on appelle les plugins defaults. Donc c'est une manière de définir des paramètres par défaut pour un type de plugin. Et donc comme ça, ton plugin AI Agent, tu vas dire sur ton cluster de dev, tu le configures par défaut pour utiliser un modèle provider Llama et en prod sur OpenAI. Donc la tâche AI Agent, c'est vraiment la tâche principale pour tout ce qui est workflow d'agents complexes. On a d'autres tâches plus simples de type check completion, image generation. On a aussi tout un côté sur tout ce qui est RAG. Donc tu peux faire de l'ingestion de documents dans une base de données vector, faire de la recherche ou faire des chat completion avec du RAG. Donc ça c'est bien, mais l'AI Agent c'est celui qui est le plus poussé. Il gère à peu près tous les trucs assez classiques, c'est-à-dire qu'on a une gestion de mémoire, ce qui fait que tu peux utiliser plusieurs AI agents dans un même workflow et ils vont partager la mémoire. Ils peuvent accéder à des bases vectorielles pour faire du RAG. Ils peuvent utiliser des outils, des tools, y compris du MCP. Dans les tools, on a aussi des tools spécifiques Kestra. C'est là où ça devient intéressant. C'est-à-dire que ton AI agent, il peut aller utiliser comme tools un flow Kestra. Et automatiquement, on va aller charger le JSON schema. Il faut comprendre que chez nous, tout est JSON schema. Donc, ça veut dire chaque tâche a son propre JSON schema, chaque flow a son propre JSON schema. Ce qui fait que tu peux, par un programme, peut comprendre comment aller appeler un flow ou une tâche. Et donc, on a des tools de type Kestra Task pour, dans ton AI agent, aller juste appeler une tâche. Ou Kestra Flow pour aller démarrer un flow et peut-être attendre son résultat, récupérer ses outputs ou juste le démarrer et continuer. Ouais. Ça, c'est super intéressant, mais on a aussi un tool qui est un AI agent. Ce qui fait que tu peux avoir une tâche AI agent qui utilise d'autres AI agents et donc avoir un workflow AI à l'intérieur du workflow global Kestra. Quel est l'intérêt ? Nous, on est déterministe. Ton workflow, il est défini dans ton YAML. Si tu as un agent AI qui a des sous-agents, c'est dynamique, c'est non déterministe. Et donc, tu peux avoir le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire que tu fais ce que tu veux. Mais tu es quand même obligé de définir ton output, qui lui a quand même une structure donnée, donc tu es obligé d'avoir une forme de déterminisme quelque part. Alors les AI agents, aujourd'hui, l'output, ça va être... c'est du texte. Du texte, donc là, tu t'en fous, ou du structure output. C'est-à-dire que tu peux activer le structure output pour les modèles qui le supportent et définir ton output. Donc on fait les deux. Mais oui, ça a toujours des limites. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand tu exécutes un agent IA au sein de Kestra, même si c'est non déterministe, dynamique et ainsi de suite, tu vas quand même tirer parti des apports de la plateforme. C'est-à-dire que tu vas avoir tous les logs de tous tes agents, de toutes tes invocations de tools qui vont remonter dans ta plateforme. Tu vas avoir toutes tes métriques, y compris toutes tes métriques de token, count, et ton nombre d'invocations d'outils. Et pour chaque invocation d'outils, tu vas tracer toute la requête et ainsi de suite. Donc, d'une certaine manière, tu vas pouvoir savoir ce qui a été fait dans ton workflow d'IA. T'es pas tout seul, quoi. C'est pas comme si tu fais ta requête dans Claude et puis il appelle 5-6 agents et tu sais pas ce qu'il a fait, tu vois. Puis à la fin il dit voilà, la réponse c'est 42. Ok, ça t'a coûté $50. Voilà. On est d'accord. Donc voilà, on essaye d'aller amener les deux mondes avec une philosophie qui est de dire tu peux diriger l'agent IA si tu veux ou tu peux le laisser faire. Parce que y a quand même pas mal de gens qui disent en fait un agent IA, par exemple, si tu lui donnes un tool pour appeler des flows, tu lui dis quoi ? Appelle n'importe quel flow Kestra ?
ça va marcher. Ou tu lui dis appelle un flow qui dit Hello World, il va le trouver tout seul. Ouais. Mais est-ce que c'est la meilleure manière d'aller faire une invocation d'outil ? Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt lui dire tiens, ton outil, c'est le flow Hello World. Et donc on a toujours les deux, c'est-à-dire que tu peux faire le mode un peu YOLO qui est bien pour le vibe coding et sur les présentations YouTube, ou tu peux faire un truc beaucoup plus cadré où tu vas dire bah tiens, mon agent IA, je lui donne ces 3 flows, je définis la manière de l'appeler, donc de ce fait je cadre l'agent IA dans ce qu'il peut faire, et généralement tu as des résultats qui sont plus pertinents, en tout cas plus déterministes. Ouais. On avait fait effectivement, on a eu pas mal d'épisodes autour de ces éléments-là, et ce qui en ressort toujours, c'est que moins tu donnes de tools à ton IA, plus efficace elle sera, parce que sinon en fait elle commence à faire n'importe quoi. Et c'est ce que tu disais, en fait au bout d'un moment il te dit bah, la réponse est 42, mais t'en avais pour $50 de token, quoi. Ouais, et puis aussi plus tes tools sont spécifiques. C'est-à-dire que si tu as un tools pour faire des calculs ou un tools qui te permet de faire que des multiplications, si ce que tu veux faire c'est une multiplication, ce sera plus pertinent avec un tools qui fait que des multiplications. On ne risque pas d'halluciner et de faire une addition. Ouais. Mes questions sont forcément un peu naïves parce que moi, c'est ce que j'explique souvent sur ce podcast, je suis un incompétent notoire. Je n'ai pas le niveau de compétence de mes invités. Les orchestrateurs, j'ai eu l'occasion plus d'en déployer que d'en utiliser directement. J'ai l'impression que... alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qui manque réellement, mais parce que, en fait, de ce que je comprends bien, dans un orchestrateur, en fait, tu as la liste de toutes tes tâches. Tu as évoqué ces différents triggers, donc ça va être en gros, tu t'exécutes tous les lundis à 7h. Soit dès qu'il y a tel type d'événement, tu te déclenches. Mais est-ce que ce qui manque pas ou ce qui devrait arriver prochainement, parce que si je prends là tout ce que tu nous as listé sur Kestra, le nombre de types de workflow que tu peux avoir, bah, tout ça en fait ça consomme de la ressource, que ce soit en CPU, en mémoire ou en ce que tu veux. Est-ce qu'il ne faudrait pas un système où je peux dire à mon orchestrateur, bah, en fait voilà en gros moi de quoi j'ai besoin sur la semaine, et charge à toi de lisser la charge pour que, entre guillemets, ça me coûte le moins cher possible, pour pas exploser mes coûts en CPU, mais qu'en même temps, j'obtienne quand même les résultats que j'espère avoir. Je ferai écouter cette partie à à des product managers chez nous. Alors, on n'a jamais eu d'utilisateur qui nous a fait ces demandes. C'est intéressant, mais ça reste non déterministe, tu vois. Et en fait, la plupart des clients ils disent bah moi mes workflows c'est ça qui doit se passer, tu vois. Oui, tu as besoin de ton dashboard tous les lundis matins. Tout à fait. Par contre, tu as soulevé un point qui est le fait que une entreprise ils ont des ressources finies. Et puis même quand ils vont être dans notre cloud, nous si on leur offre des ressources infinies, peut-être, parce qu'aujourd'hui c'est pas des ressources infinies, on leur démarre un cluster, mais peut-être que demain on pourrait avoir un système de ressources infinies élastique, ils vont peut-être pas vouloir, s'ils provisionnent $100 par mois, ils vont peut-être pas vouloir payer 100 000. Et donc on a un ensemble de choses autour de ces problématiques de capacité. Alors, une chose assez classique, on a du concurrency limit. C'est-à-dire que dans ton flow, tu peux dire je peux avoir que 10 instances en parallèle. Et après, soit ça queue, soit ça fail, soit ça cancel. C'est comme tu veux. Le système de queuing, c'était très compliqué. Il y avait de nombre de bugs. C'est moi qui l'ai codé. Tous les bugs, je les ai faits. Et ouais, parce qu'on peut aussi Kestra, donc on a plein de plugins, je t'ai dit, mais aussi on a un orchestrateur qui peut être déployé un peu partout. Donc on supporte de la base de données MySQL ou Postgres, H2 en mémoire, mais ça c'est pour les tests, mais c'est très pratique. Et il y a des gens qui nous utilisent vraiment sur du H2 pour du HomeLab. Ils démarrent H2 avec un fichier. Et comme ça, ils peuvent arrêter Kestra, et ils redémarrent et ça reprend du fichier. On pensait pas que c'était utilisé en prod. Enfin, c'est du HomeLab. On supporte de l'Elasticsearch comme base de données. Et on a un modèle de queuing. Donc, soit tu peux prendre du queuing interne en Postgres ou MySQL, soit tu peux mettre du Kafka. Et dans la version 2 qui va sortir, du Redis ou de la MQP. Donc, tu vois, nous, on a une certaine complexité aussi au niveau du déploiement. Et je sais plus où j'en étais. On parlait justement de fluidifier la performance. Donc tu me parlais du système de queuing. Ouais, donc comme on a un peu, on a cette complexité aussi. Nos utilisateurs, ils ont la liberté d'aller en production, passer sur des systèmes Kafka Elasticsearch par exemple, qui supportent beaucoup plus la charge.
Là-dessus, on a aussi un système de worker group. C'est-à-dire que si tu es une très grosse entreprise, donc ça c'est de la fonctionnalité de l'enterprise, si tu es une très grosse entreprise, tu peux dire, moi j'ai mes systèmes critiques, mes systèmes moins critiques, mes systèmes en Asie, mes systèmes aux États-Unis, et je vais dire mon workflow, je vais le configurer sur le worker group avec des workers qui sont déployés sur un data center, ou le worker group avec des workers avec des super CPU, et ainsi de suite. Donc on va permettre, via les worker groups, d'aller spécifier des workers, donc de la capacité de traitement pour tel ou tel workflow. Donc on a ça. Et en version 2.0, là, qui va sortir dans quelques mois, bientôt même, enfin dans quelques mois, on va aussi avoir du quota. On va pouvoir aussi gérer du quota, tout simplement. Donc, c'est plutôt comme ça qu'on va traiter les problématiques de capacité. Donc, c'est pas en apportant forcément de l'intelligence pour lisser le truc, mais c'est donner les moyens aux gens qui l'utilisent, en fait, de pouvoir eux-mêmes gérer au mieux leur performance. Alors, quand on fait du concurrency limit, en fait, on lisse. Parce qu'on définit la limite. Mais le problème de faire de la répartition intelligente, c'est que c'est non déterministe, tu vois, et c'est pas forcément ce qu'on vont vouloir. C'est pas adapté à tous les business. Le quota, donc ça va bientôt arriver, et donc ça va être vraiment, tu vas pouvoir dire, moi j'ai dans tel namespace ou tel flow ou des choses comme ça, ou par tenant, parce qu'on a aussi une notion de multi-tenant, je vais pouvoir avoir 1000 exécutions par heure, par exemple. Voilà. Pour terminer, parce que j'ai l'impression que vous avez quand même taclé énormément de challenges sur la solution de Kestra. Du coup, ma dernière question, ce serait est-ce que vous avez encore des challenges? C'est quoi votre plus gros challenge aujourd'hui? On a toujours plein de challenges. Aujourd'hui, on a des challenges assez différents. Alors, on n'a pas trop parlé de la performance, donc on a toujours aussi cette volonté de rester très très performant. Donc, par exemple, moi, je considère que la couche d'orchestration ne devrait pas ajouter plus qu'une centaine de millisecondes. Il faut savoir que pour un workflow de 2-3 tâches, il faut savoir que tout est par message chez nous. Donc tu as un message qui te dit je démarre une exécution, un message qui te dit j'ai commencé à traiter la première tâche. La première tâche est arrivée sur le worker, nouveau message, le worker le traite, le worker envoie envoie l'information, nouveau message, et ainsi de suite. Donc ça veut dire que chaque message traité par l'exécuteur, qui est le composant chez nous responsable du traitement de l'exécution, du workflow même, ça doit être traité en quelques millisecondes, quoi. Donc on a toujours ce challenge là, parce que par rapport à d'autres orchestrateurs, on va essayer d'être présent un peu partout, tu vois, comme on est universel. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on puisse être présent sur des workflows qui sont à haut débit, à latence faible. Il faut qu'on soit présent sur des workflow data, il faut qu'on soit pour des petites équipes de data, mais il faut aussi qu'on soit présent sur des grosses équipes qui ont plutôt des problématiques de gouvernance. Donc on a besoin de traiter plein de fonctionnalités, plein de use cases en parallèle, sans trop perdre d'un. Donc c'est toujours une histoire de compromis pour chaque fonctionnalité sur comment on la code pour pouvoir répondre au mieux à la fonctionnalité sans impacter d'autres fonctionnalités. Ok, canon. Merci beaucoup Loïc pour toute cette discussion. J'aurais 2 dernières questions pour toi qui sont les questions rituelles du podcast. La première, c'est est-ce qu'il y a un contenu que tu souhaiterais partager avec l'ensemble des auditoristes? Comme j'y avais pas du tout pensé, mais que tu as parlé musique, il y a un groupe que j'aime bien qui s'appelle Visa avec un Z. Okay. Ils ont un album Made in Chernobyl, donc c'est des Ukrainiens, qui est vraiment canon. C'est métal mais pas trop bourrin, ça s'écoute vraiment bien avec des chants un petit peu, avec le côté un peu ukrainien, enfin des sonorités un peu différentes. Ils avaient été produits par le chanteur de System of a Down, si tu connais. Donc c'est vraiment sympa, je vous conseille d'écouter. Ok, canon. On mettra des liens en description pour que les gens puissent se retrouver sur différentes plateformes. Et dernière question qui est la plus importante de ce podcast, Loïc, est-ce que tu es plutôt espace ou tabulation? Espace. Merci beaucoup Loïc. De rien. Et merci à tous d'avoir suivi cette discussion. Voilà le sujet des orchestrateurs. Je pense que c'est des sujets qu'on va voir de plus en plus, si ce n'est déjà le cas. Je pense qu'il y a quand même pas mal de structures aujourd'hui où ça devient une nécessité et qui l'ont peut-être pas encore, mais je pense que ça devient de plus en plus nécessaire. Et en plus, quand on a des solutions comme ça, et françaises, et qui sont capables d'orchestrer autant de choses,
je pense que c'est d'autant plus intéressant de les mettre en avant. Moi, comme toujours, je vous remercie de partager ce podcast autour de vous. Je vous souhaite Alors, normalement, cet épisode devrait diffuser quasiment avant l'été, donc si c'est bien le cas, je vous souhaite aussi de très bonnes vacances de fin d'année. Je vous ai préparé une série d'épisodes spéciaux pour cet été, donc j'espère que ça va vous plaire, ça va être assez intéressant. On parlera d'intelligence, mais pas artificielle. Sinon, moi, je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une très bonne fin de semaine, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, et d'ici là, codez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisdendev ou @bibir, B-I-B-E-A-R. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site ifttd.io. Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.